qui me permet de déboucher sur l'éthique, puisqu'on parlait de punition. Donc la pratique de l'ABA, elle est liée à l'éthique, c'est-à-dire qu'il y a un cadre strict en fait, qui cadre les interventions. Quand on passe le BCBA, on doit être... ça veut dire qu'on adhère à un code déontologique du BACB qui reprend plein de paramètres dont je vais énumérer les principaux. C'est-à-dire que pour les professionnels, déjà il doit intervenir dans son champ de compétences. C'est-à-dire que moi qui me suis spécialisée avec un public autiste, je ne vais pas demain aller traiter la boulimie, parce que je ne sais pas faire. Ou pas sans supervision et accompagnement, en tout cas. Ça veut dire qu'on a recours à la supervision dès qu'on ne sait pas. Moi-même, je suis restée rattachée en fait, à OVA, où on est un groupe de 10 psychologues où on peut être en intervision. Il y en a plusieurs qui ont le BCBA. Et quand on ne sait pas, on peut avoir recours à des chercheurs aux États-Unis qui ont accepté de travailler en collaboration avec l'association pour poser nos questions. C'est important, on ne peut pas tout savoir et il faut pouvoir, surtout dans des troubles du comportement, des choses assez sévères, il faut pouvoir proposer des choses efficaces. Ça nécessite de la formation continue, c'est ce que je disais, ce diplôme il est valable 3 ans. On est tout le temps en train de continuer à se former. Et puis, le code éthique impose d'enseigner des compétences fonctionnelles. C'est-à-dire que si, par exemple, voilà, je commence une prise en charge avec une personne qui a 20 ans et qui n'a pas de moyens de communication, qui n'est pas autonome, etc., je ne vais pas m'amuser à lui enseigner, à essayer de faire en sorte qu'elle sache faire des maths. Ce n'est pas du tout une priorité. Il faut qu'elle sache se laver, qu'elle sache demander ses besoins, qu'elle sache avoir quelques loisirs adaptés, enfin, voilà. Il y a vraiment le fait de pouvoir axer sur des compétences fonctionnelles. Pour le bénéficiaire, donc il a le droit forcément à la confidentialité, il doit avoir un consentement éclairé, pas forcément de sa part, parce que dans bien des cas, il n'est pas en mesure de le donner, mais de la part de ses tuteurs ou parents, ou en tout cas personnes dont il est à la charge. Il a le droit à un traitement efficace, c'est-à-dire que voilà, il faut chercher les procédures les plus efficaces et pas traîner avec des procédures moyennement efficaces. Ne pas faire mal forcément. Ça doit être au bénéfice premier de l'élève. Ça, je le dis parce que j'ai déjà entendu. C'était une institution qui me disait « Ah, on fait de l'ABA maintenant ». Ah bon. Et je dis « Bah, vous faites quoi ?» C'était un enfant avec qui je travaillais. Ils font « Bah, on a décidé de mettre en place qu'il sache rester assis 10 minutes ». Je fais « Mais il fait quoi pendant 10 minutes ?» Bah, il attend. Parce qu'on a besoin, pour les besoins de l'institution, il faut qu'il sache attendre. Seulement, cet enfant, il ne savait pas faire des choses. Et du coup, c'est une intervention à leur bénéfice et pas au bénéfice premier de l'enfant. Et ça, c'est quelque chose qui... Enfin, quand on fait du bon ABA, on ne fait pas ça, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'ABA mal fait. C'est un problème. Ça doit respecter aussi l'autonomie de l'enfant, enfin, ou de l'élève. Tout ce qu'il sait faire, il faut le laisser faire. Il ne faut pas entraver son autonomie. Respecter sa dignité, forcément, et puis donner accès à un environnement sécurisé, confortable, propice aux apprentissages, et le moins restrictif. Le moins restrictif, ça veut dire que si, par exemple, c'est aussi, on va dire, le choix de... Enfin, c'est l'environnement dans lequel la personne, elle sera. Si je travaille avec l'enfant en 1 pour 1, tout le temps en individualisé, alors que l'enfant il est capable de suivre des consignes et d'apprendre en petits groupes, eh ben, c'est pas la meilleure prise en charge que je lui propose, parce que c'est plus restrictif comme cadre qu'un enseignement en petits groupes, qui lui donne accès à quelque chose de plus normal, de plus... de moins structuré en fait. C'est pareil si la personne elle est dans une institution alors qu'elle a pas mal de compétences et qu'elle pourrait avoir une vie plus autonome, un petit boulot, etc. Elle est dans un cadre, c'est ça qu'on appelle restrictif. Donc on doit savoir évaluer quel est le cas, en fonction des compétences de la personne, quel est le cadre le moins restrictif possible qui lui permettra de continuer à apprendre et de s'épanouir pour le choisir. Et ça pose beaucoup de difficultés parce qu'il y a beaucoup de cadres imposés et on voudrait parfois amener une personne d'un cadre à un autre en pensant par des petites étapes qui n'existent pas. Je pense par exemple
quand on travaille en 1 pour 1 avec un enfant à domicile et qu'on veut le faire intégrer à l'école, eh ben, il faudrait pouvoir passer par du 1 pour 2, puis du petit groupe, puis l'école. Et c'est pas toujours possible dans les faits en fait. Et ça peut être problématique.